Alors, l'histoire d'Hakim Benotman. Eh bien, sur le papier, c'est la success story parfaite, celle que les médias adorent raconter. Sauf que derrière ce récit en apparence si lisse, la réalité est, disons, beaucoup plus nuancée. Et ce sont les faits, rien que les faits, qu'on va décortiquer ensemble. Pour bien cerner le personnage, il faut commencer par ça. Une de ses déclarations les plus audacieuses. Il ne se présente pas juste comme un entrepreneur qui a réussi. Non, il se voit comme un expert tellement pointu que les plus grands fiscalistes de la planète l'appelleraient pour avoir des conseils. Rien que ça. Ça pose tout de suite le décor. Forcément, une affirmation pareille, ça nous amène directement à la question centrale. Est-ce qu'on a affaire à un génie incompris, un visionnaire, ou alors à un maître du storytelling, quelqu'un qui a su construire une légende autour de sa personne? C'est tout l'enjeu de ce qu'on va voir maintenant. Bon, pour bien comprendre, il faut d'abord s'attaquer au mythe, celui du millionnaire parti de rien, le self-made man qui a bâti un véritable empire du kebab. C'est une histoire puissante, inspirante et qui a été relayée partout. Et voici la chronologie officielle de cette ascension fulgurante. On part d'un seul restaurant à Tours en 2003, moins de 20 ans plus tard, le voilà candidat pour acheter le géant Quick, avec entre-temps des apparitions à la télé dans des émissions très populaires. C'est vraiment l'archétype de la réussite à la française. Et attention, ce mythe, il n'est pas juste relayé par des rumeurs, il est carrément cimenté par des sources très réputées. En 2022, le journal Les Échos valide l'histoire. Une vente à un fonds d'investissement, un groupe qui pèse des centaines de millions d'euros. Là, on atteint le sommet de la crédibilité. Mais, est-ce que c'est bien la réalité ? Allez, on passe maintenant au cœur du réacteur, la fameuse vente. C'est la pierre angulaire de sa fortune, de son statut de millionnaire. Une transaction à plus de 100 millions d'euros d'après lui. Alors examinons ça de plus près. Benotman lui-même, il en a beaucoup parlé de cette vente. Le seul petit souci, c'est que les détails y changent un peu tout le temps. Un coup, c'est fin 2014, un autre, c'est 2016. Parfois, c'est un fonds britannique, parfois, c'est un fonds anglo-saxon. Ces petites incohérences, c'est le premier fil qu'on va commencer à tirer. Face aux doutes qui commençaient à naître, il a fini par sortir ce qu'il présente comme la preuve, un document de cession. Et sur le papier, les chiffres sont impressionnants. Une valo à 117 millions, un chèque pour lui de 52 millions d'euros. Logiquement, ça devrait clore le débat, non ? Eh bien, pas vraiment. Parce que quand on regarde ce fameux document, il y a comme un problème. Ou plutôt plusieurs. L'acheteur, pas de nom. Le vendeur, pas de nom non plus. L'entreprise vendue, on ne sait pas laquelle. Et cerise sur le gâteau, l'intermédiaire mentionné, BNP Capital, n'existe tout simplement pas. En fait, ce n'est pas une preuve, c'est une coquille vide. Mais au-delà de ce document, la vérité, elle est beaucoup plus simple et elle est surtout implacable. Il suffit de regarder les registres officiels du commerce. Et là, c'est sans appel. Aucune vente n'a jamais été enregistrée. Ni en 2014, ni après. Hakim Benotman est toujours resté le seul et unique propriétaire de toute sa structure. La vente à 100 millions, c'est une fiction. D'accord, donc s'il n'y a pas eu de vente, qu'en est-il de l'Empire lui-même, ce fameux FBH Group qui était censé être un mastodonte de la restauration? Là aussi, on va voir que la réalité est assez surprenante. Ce chiffre, 44, c'est le nombre de marques, de concepts de restauration que son groupe disait détenir. Un portefeuille qui paraît absolument colossal et qui suggère une diversification et une créativité hors du commun. On avait par exemple Fry Pancakes ou bien Soupe du Monde. Ou encore le sandwich français. La liste est très très longue. Mais le problème, il est simple. À part quelques enseignes, la quasi-totalité de ces 44 marques n'a jamais vu naître le moindre restaurant. C'était un empire de papier. En fait, ce que s'est vraiment passé en 2014, l'année de la supposée vente, c'est tout l'inverse. Il n'a rien vendu du tout. Au contraire, il a mis en place une structure assez complexe avec des holdings au Luxembourg. Le but n'était pas de vendre, mais plutôt d'essayer d'optimiser fiscalement un empire qui était déjà en fait assez fragile. Et il est resté le seul maître à bord de ce château de cartes. Et c'est là que l'histoire est fascinante. Parce que pendant que, en interne, la structure tanguait sérieusement, publiquement, les ambitions affichées, elles, n'ont jamais été aussi grandes. C'est une histoire de contraste assez saisissant. Le projet le plus fou, le plus spectaculaire, c'est sa tentative de rachat de Quick. Et il ne s'est pas présenté en petit poucet, non. Il s'est positionné comme un poids lourd, en affirmant être soutenu par rien de moins que le géant mondial de l'investissement BlackRock. Et pour prouver ce soutien, il a brandi une lettre de BlackRock. Sauf qu'il faut lire ce qui est écrit. Ce document, ce n'était pas du tout une promesse d'investissement. C'était un simple NDA, un Non-Disclosure Agreement. En clair, un accord de confidentialité tout à fait standard. Ça veut juste dire, on accepte de discuter avec vous en secret, ça ne veut absolument pas dire, on va vous signer un chèque de plusieurs centaines de milliers. Et pendant que Benotman jouait au grand Manitou de la finance dans les médias, la réalité de ces entreprises, elle, était beaucoup moins glamour. Les poursuites judiciaires commençaient à s'accumuler.
Des fournisseurs pas payés, des loyers, avec des centaines de milliers d'euros de retard, des dettes fiscales, des dettes sociales. La base de son empire était en train de s'effondrer. Forcément, ce grand écart entre l'image publique et la réalité financière ne pouvait pas durer éternellement. L'effondrement était inévitable et les conséquences judiciaires, elles, allaient être très sévères. La chute s'est faite par étapes, comme un jeu de dominos. Une par une, les sociétés clés de sa structure ont été mises en liquidation judiciaire par les tribunaux. De la France jusqu'au Luxembourg, tout l'empire de papier a été méthodiquement démonté. Et pour lui, les conséquences personnelles ont été très lourdes. Les tribunaux l'ont non seulement jugé responsable, mais l'ont aussi très durement sanctionné. Il a été condamné à de multiples interdictions de gérer, d'administrer ou de contrôler la moindre entreprise. Des peines de 7 ans, 10 ans, confirmées en appel. C'est une sanction qui met, en théorie, un point final à sa carrière de dirigeant. Au final, toute cette histoire, elle soulève une question essentielle. Une fois qu'on a gratté le vernis du storytelling, qu'est-ce qui reste vraiment? Un parcours entrepreneurial chaotique, beaucoup de créanciers sur le carreau, et surtout, une leçon sur le pouvoir des belles histoires face à la froide réalité des faits. Ça nous interroge tous sur notre fascination pour les récits de succès, et peut-être sur la responsabilité de ceux qui les diffusent sans toujours vérifier.